Le 3 mai, le roué déclara qu'il irait de Flandre commander une de ses armées avec le nouveau maréchal de Boufflers, ayant sous lui monseigneur et monsieur le prince, entre eux deux comme à Namur, monsieur de Luxembourg pour l'autre armée de Flandre avec les maréchaux de Villeroy et de Joyeuse sous lui, et en même temps les autres armées, c'est-à-dire le maréchal de Lorge en Allemagne, le maréchal Catinat en Italie, et le nouveau maréchal de Noailles en Catalogne. Comme on craignait les descentes des Anglois, monsieur eut le commandement de toutes les côtes de l'océan, avec des troupes en divers lieux, le maréchal d'Humières sous lui et le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, qui y est toué, le maréchal d'Estrée, commandant d'Auny, Saintonge et Poitou, et le maréchal de Bellefonds en Normandie à ses ordres. Monsieur le duc de Chartres eut le commandement de la cavalerie dans l'armée de monsieur de Luxembourg, où monsieur le duc et monsieur le prince de Conti servirent de lieutenants généraux. Monsieur du Maine en servit en celle de monsieur de Boufflers, que le roi commandait, et fut en même temps à la tête de la cavalerie, ce qui exclut le comte d'Auvergne de servir, qui en était colonel général. Il fut nouveau de voir des maréchaux de France obéir à d'autres. L'inconvénient du commandement égal tour à tour avouait été souvent funeste. C'est ce qui donna lieu à la faveur de monsieur de Turenne, jointe à sa grande réputation, de renouveler pour lui la charge de maréchal général des camps et armées de France, pour le faire commander aux maréchaux de France, et qui encore ne s'y soumirent qu'après l'exil de messieurs de Bellefonds, Humières et Créqui, et c'est depuis cette époque de charge que monsieur de Turenne, confondant avec art son nouvel état avec son rang de prince, ôta les bâtons de ses armes et ne voulut plus être appelé que le vicomte de Turenne. Enfin le roi régla, pour l'utilité de son service, que les maréchaux de France s'obéiraient les uns aux autres par ancienneté, tellement que ces maréchaux en second n'étaient proprement à l'armée que des lieutenants généraux qui ne relouaient point avec les autres et qui les commandaient, qui ne prenaient point jour et qui avouaient les mêmes honneurs militaires que le général de l'armée, mais qui prenaient l'ordre de lui et ne se mêlaient de rien que sous ses ordres et par ses ordres, et duquel ils étaient même fort rarement consultés, et point du tout du secret de la campagne. Ce même jour, 3 mai, sur les 10 heures du soir, j'eus le malheur de perdre mon père. Il avouait 87 ans, et ne s'était jamais bien rétabli d'une grande maladie, qu'il avait eue à Blaye. Il y avouait 2 ans. Depuis 3 semaines, il avouait un peu de goutte. Ma mère, qui le voyait avancer en âge, lui proposa des arrangements domestiques qu'il fit en bon père, et elle songeait à le faire démettre en ma faveur de sa dignité de duc et père. Il avouait dîner avec de ses amis comme il avouait toujours compagnie. Sur le soir, il se remit au lit, sans aucun mal ni accident, et pendant qu'on l'entretenait, il poussa tout à coup 3 violents soupirs tout de suite. Il était mort, qu'à peine s'écriait-on qu'il se trouvait mal, il n'y avouait plus d'huile à la lampe. J'en appris la triste nouvelle en revenant du coucher du rouet, qui se purent jouer le lendemain. La nuit fut donnée au juste sentiment de la nature. Le lendemain, j'allais de bon matin trouver Bontemps, puis le duc de Beauvilliers, qui était en année, et dont le père avouait été l'ami du mien. Monsieur de Beauvilliers me témoignait 1000 bontés chez les princes dont il était gouverneur, et me promit de demander au rouet les gouvernements de mon père en ouvrant son rideau. Il les obtint sur-le-champ. Bontemps, fort attaché à mon père, accourut me le dire à la tribune où j'entendais. Puis, monsieur de Beauvilliers lui-même, qui me dit de me trouver à 3 heures dans la galerie, où il me ferait appeler et entrer par les cabinets, à l'issue du dîner du rouet. Je trouvais la foule écoulée de sa chambre. Dès que monsieur,
qui étouait debout au chevet du lit du rouet, m'aperçut. « Ah, voilà, dit-il tout haut, monsieur le duc de Saint-Simon. » J'approchai du lit et fis mon remerciement par une profonde révérence. Le rouet me demanda fort comment ce malheur étouait arrivé, avec beaucoup de bonté pour mon père et pour moi. Il s'avouait assaisonner ses grâces. Il me parla des sacrements que mon père n'avouait pu recevoir. Je lui dis qu'il y avouait fort peu qu'il avouait fait une retraite de plusieurs jours à Saint-Lazare, où il avouait son confesseur, et où il avouait fait ses dévotions, et un mot de la piété de sa vie. Le colloque dura assez longtemps, et finit par des exhortations à continuer d'être sage et à bien faire, et qu'il aurait soin de moi. Lors de la maladie de mon père à Blaye, plusieurs personnes demandèrent au rouet le gouvernement de Blaye, d'Aubigné, entre autres, frère de madame de Maintenon, à qui il répondit plus brusquement qu'il n'avouait accoutumé. « Est-ce qu'il n'a pas un fils ?» En effet, le rouet, qui s'étouait fermé et n'accordait plus de survivance, s'étouait toujours fait entendre à mon père qu'il me destinouait son gouvernement. Monsieur le prince muguetouait fort celui de Senlis qu'avouait mon oncle. Il l'avouait demander à sa mort. Le rouet le donna à mon père, et je lus en même temps que celui de Blaye. Tout ce qui avoisinouait Chantilly étouait envié par monsieur le prince. Il embla à mon oncle la capitainerie des chasses de Senlis et d'Alatte en vrai scapin. Mon oncle, aîné de 8 ans de mon père, avouait eu ce gouvernement à cette capitainerie de son père, qui étouait depuis longtemps dans la maison, et depuis des siècles avec peu d'intervalle. Son grand âge et un tremblement universel qui n'attaqua jamais sa tête ni sa santé l'avouaient retiré depuis bien des années du monde. Il passouait les hivers à Paris, où il en voyait fort peu, et 7 ou 8 mois à sa campagne, tout auprès de Senlis. Sa femme, dont il n'avouait point d'enfant, étouait aussi vieille que lui. Elle étouait sœur du père du duc d'Uzès, et avouait épouser en premières noces le marquis de Porte, de la maison de Budos, chevalier de l'ordre ainsi que mon oncle, et vice-amiral de France, tué au siège de Privas. Il étouait frère de la connétable de Montmorency, mère de madame la princesse, grand-mère de monsieur le prince, et du dernier duc de Montmorency, décapité à Toulouse. Monsieur le prince l'appelait toujours sa tante, et les allouait voir assez souvent de Chantilly. Un beau jour, il fut leur conté dans leur retraite que le rouet, importuné des plaintes de ceux qui se trouvaient enclavés dans les capitaineries royales, allouait rendre un édit pour les supprimer toutes, à l'exception de celles de ces maisons qu'il habituait et des bouets et plaines qui environnaient Paris, que les leurs allouaient donc être supprimées, que cependant il espérait cette considération du rouet, que si elles étaient entre ses mains, il les lui conserverait, qu'eux-mêmes y trouveroient doublement leur compte, parce que les capitaineries étant conservées, ils en demeureraient toujours les maîtres contre lui-même, pour leurs gens, leurs tables et leurs amis, et qu'il leur donnerait volontiers 200 ou 300 pistoles pour cette complaisance, quoiqu'il ne fût pas sûr de faire changer le rouet là-dessus en sa faveur. Les bonnes gens le crurent, pestèrent contre l'édit, donnèrent la démission à monsieur le prince, qui laissa 200 pistoles en partant et se moqua d'eux. Tout le pays qui vivait en paix et sans inquiétude dans cette capitainerie fut outré de douleur. Elle devint une tyrannie entre les mains de monsieur le prince, qui l'étendit encore tant qu'il put, mais il est vrai qu'il laissa ceux qui l'avouaient ainsi escamoter les mettre pour eux et pour leurs domestiques le reste de leur vie. Mon oncle avouait eu le régiment de Navarre. Il étouait lieutenant général et avouait emporter le prix de la bonne mine à sa promotion de l'ordre en 1633.
Il mourut en 1690, le 25 janvier, et sa femme en avril 1695. C'était un fort grand homme, très bien fait, de grande mine, plein de sens, de sagesse, de valeur et de probité. Mon père l'avouait toujours fort respecté et suivait fort ses amis pendant sa faveur. La marquise de Saint-Simon était haute, intéressée et méchante, et elle trouva le moyen de faire passer la plupart des biens de mon oncle au duc d'Uzès, de faire payer à mon père et à moi une grande partie des dettes, et de laisser les autres insolvables. Sa passion était de me marier à mademoiselle d'Uzès, qui a été la première femme de monsieur de Barbézieux. Je n'ai pu me refuser ce mot sur mon oncle. Il est bien juste de m'étendre un peu plus sur mon père. La naissance et les biens ne vont pas toujours ensemble. Diverses aventures de guerre et de famille avaient ruiné notre branche et laissé mes derniers pères avec peu de fortune et d'éclat pour leur service militaire. Mon grand-père, qui avouait suivi toutes les guerres de son temps, et toujours passionné royaliste, s'était retiré dans ses terres, où son peu d'aisance l'engagea de suivre la mode du temps, et de mettre ses deux aînés, pages de Louis XIII, où les gens des plus grands noms se mettaient alors. Le rouet était passionné pour la chasse, qui était sans meute et sans cette abondance de chiens, de piqueurs, de relais, de commodités que le rouet son fils y a apporté, et surtout sans route dans les forêts. Mon père, qui remarqua l'impatience du rouet à relayer, imagina de lui tourner le cheval qu'il lui présentait, la tête à la croupe de celui qu'il quittait. Par ce moyen, le rouet, qui était dispo, sautait de l'un sur l'autre sans mettre pied à terre, et cela était fait en un moment. Cela lui plut. Il demanda toujours ce même page à son relais. Il s'en informa, et, peu à peu, il le prit en affection. Baradas, premier écuyer, s'étant rendu insupportable au rouet par ses hauteurs et ses humeurs arrogantes avec lui, il le chassa et donna sa charge à mon père. Il eut après celle de premier gentilhomme de la chambre du rouet à la mort de Blainville, qui était chevalier de l'ordre, et avouait été ambassadeur en Angleterre. Il était du nom de Varignès, qui est bon, mais éteint en Normandie, n'avouait point été marié, et était frère aîné du père de la comtesse de Saint-Guérand, qui a été dame du palais de la reine, et qui a tant figuré dans le monde, femme de ce comte de Saint-Guérand, chevalier de l'ordre, de qui l'état fut tant et si longtemps disputé par un procès également étrange et curieux. Mon père devint tout à fait favori sans autre protection que la bonté seule du rouet, et ne compta jamais avec aucun ministre, pas même avec le cardinal de Richelieu, et c'était un de ses mérites auprès de Louis XIII. Il m'a conté qu'avant de l'élever, et en ayant envie, il s'était fait sourdement, extrêmement informé de son personnel et de sa naissance, car il n'avouait pas été instruit à les connaître, pour voir si cette base était digne de porter une fortune et de ne retomber pas une autre fois. Ce furent ses propres termes à mon père à qui il leur raconta depuis, attrapé comme il l'avouait été à monsieur de Luynes. Il aimait les gens de qualité, cherchait à les connaître et à les distinguer. Aussi, en a-t-on fait le proverbe des trouées places et des trouées statues de Paris. Henri IV avec son peuple sur le Pont-Neuf, Louis XIII avec les gens de qualité à la place royale, qui de son temps était le beau quartier, et Louis XIV avec les maltautiers dans la place des Victoires. Celle de Vendôme, faite longtemps depuis, ne lui a guère donné meilleure compagnie. À la mort de monsieur de Luxembourg, frère du connétable de Luynes,
Le rouet donna le chouet à mon père de sa vacance. Il avouait des chevaux légers de la garde et le gouvernement de Blaye. Mon père le supplia d'en récompenser des seigneurs qui le méritaient plus que lui déjà comblé de ses bienfaits. Le rouet et lui insistèrent dans cette singulière dispute. Puis, se fâchant, lui dit que ce n'était pas à lui ni à personne à refuser ses grâces, qu'il lui donnait 24 heures pour choisir, et qu'il lui ordonnait de lui dire le lendemain matin le chouet qu'il aurait fait. Le matin venu, le rouet le lui demanda avec empressement. Mon père lui répondit que, puisque absolument il lui voulait donner une des deux vacances, il croyait ne pouvait rien faire de plus avantageux pour lui que de le laisser choisir lui-même. Le rouet prit un air serein et le loua, puis lui dit que le chevau léger était brillant, mais que Blaye était solide, une place qui bridouait la Guienne et la Saintonge, et qui, dans les troubles, faisait fort compter avec elle, qu'on ne savouait ce qui pouvait arriver. Que s'il venait après lui une guerre civile, les chevaux légers n'étaient rien, et que Blaye le rendrait considérable, raison qui le déterminait à lui conseiller de préférer cet établissement. C'est ainsi que mon père a eu ce gouvernement, et que les suites ont fait voir à combien Louis XIII avouait penser juste et quelle était sa bonté, non par ce que mon père en retira, mais par tout ce qu'il méprisa, et par la fidélité et l'importance du service dont il s'illustra. Lorsque M. Gaston revint de Bruxelles, par ce traité tenu si secret que sa présence subite à la cour l'apprit au plus clairvoyant, le rouet l'avouait confié à mon père. Il lui dit en même temps qu'il avouait résolu de le faire un jour duc et pair, que sa jeunesse l'aurait encore retenu, mais qu'en ayant promis à monsieur de faire Puylaurens, il ne pouvait se résoudre à le faire sans lui. Ce bon maître ajouta qu'il y avouait une condition qui lui semblerait dure, c'était de faire Puylaurens le premier, s'il en faisait encore à cette occasion. En effet, mon père s'en trouva si choqué qu'il balança 24 heures comme si, n'étant pas duc, Puylaurens duc n'eût pas été bien au-dessus de lui que simplement son ancien. Enfin il accepta, et le fut seul 15 jours après lui. Il n'en eut pas le dégoût longtemps. Moins d'une année éteignit ce duché péri, de la façon que tout le monde l'a su. Mon père était déjà chevalier de l'ordre 2 ans auparavant, n'ayant lors que 27 ans juste, à la promotion de 1633. Mon grand-père fut nommé avec lui. Il était vieux et retiré. Il trouva que ce n'était pas la peine de faire connaissance avec la cour. Il chargea mon père de demander le collier qui lui était destiné pour mon oncle, qui avouait 35 ans au juste, et qui en jouirait plus longtemps que lui. En effet, il l'a porté 57 ans et mon père 60, et sont restés longtemps les deux seuls du feu roué, chose sans exemple dans aucun ordre. Mon père eut encore les capitaineries de Saint-Germain et de Versailles, dont il se défie au président de maison, par amitié pour lui, et fut aussi quelque temps grand louvetier. Lorsqu'il fut fait duc et pair, il vendit sa charge de premier gentilhomme de la chambre au duc de Lesdiguières pour monsieur de Créqui, fils de feu son second fils de Canaples, tué mestre de camp du régiment des gardes. Monsieur de Lesdiguières l'exerça durant sa jeunesse, mais rarement, par ce presque continuel séjour en son gouvernement de Dauphiné. Monsieur de Créqui, depuis duc et pair, ambassadeur à Rome, enfin gouverneur de Paris, fit passer sa charge au duc de la Trémoille, mari de sa fille unique, d'où elle est restée à sa postérité. De l'argent de cette charge mon père acquit, de l'aîné de la maison, la terre de Saint-Simon, qui n'en était jamais sortie, depuis l'héritage de Vermandois, qui nous l'avouait apporté en mariage, et la fit ériger en duché Péri.
Il ne se contenta pas de suivre le rouet en toutes ses expéditions de guerre, il eut plusieurs fois le commandement de la cavalerie dans les armées et le commandement en chef de tous les arrière-bancs du royaume, qui est doué de 5000 gentilshommes à qui, contre leurs privilèges, il persuada de sortir les frontières du royaume. Sa valeur et sa conduite lui acquirent beaucoup de réputation à la guerre, et l'amitié intime du maréchal de la Meilleraie et du fameux duc de Weimar. Je puis dire, sans craindre d'être démenti par tout ce qu'il y a d'amateurs de ces temps-là, que sa faveur fut sans envie, qu'il fut toujours modeste et souverainement désintéressé, qu'il ne demanda jamais rien pour souhait, qu'il fut l'homme le plus obligeant, le mieux faisant, et le plus généreux qui ait paru à la cour, où il causa un grand nombre de fortunes, appuya les malheureux, et fit répandre force bienfaits. La condamnation du duc de Montmorency lui pensa coûter la sienne, pour avouer demander sa grâce avec trop de persévérance et de chaleur. L'éclat que cela fit perça jusqu'à cet illustre coupable qui avouait toujours été de ses amis, allant à l'échafaud avec le courage et la piété qui l'ont tant fait admirer. Il fit deux présents bien différents de deux tableaux d'un grand prix du même maître, et unique de lui en France. Un Saint-Sébastien percé de flèches, au cardinal de Richelieu, et une pomone de Vertune, pomone la plus belle et la plus agréable qu'on soit roué vouère de grandeur et naturelle, à mon père. Je l'ai encore, et je le garde précieusement. Je serais trop long si je m'étouais à raconter bien des choses que j'ai sues de mon père, qui me font bien regretter mon âge et le sien qui ne m'ont pas permis d'en apprendre davantage. Je me contenterai de quelques-unes, remarquables en général. Je ne m'arrêterai point à la fameuse journée des dupes, où il eut le sort du cardinal de Richelieu entre les mains, parce que je l'ai trouvé dans toute telle que mon père me l'a racontée. Ce n'est pas qu'il en tint en rien au cardinal de Richelieu, mais il crut voir un précipice dans l'humeur de la reine-mère et dans le nombre des gens qui, par elle, prétendaient tous à gouverner. Il crut aussi, par les succès qu'avait eus le premier ministre, qu'il était bien dangereux de changer de main dans la crise où l'État se trouvait alors dehors, et ses vues seules le conduisirent. Il n'est pas difficile de croire que le cardinal lui en sut un bon gré extrême, et d'autant plus qu'il n'y avouait aucun lien entre eux. Ce qui est plus rare, c'est que, s'il conçut quelque peine secrète de s'être vu en ses mains et de lui devoir l'affermissement de sa place et de sa puissance et le triomphe sur ses ennemis, il eut la force de le cacher si bien qu'il n'en donna jamais la moindre marque. Et mon père aussi ne lui en témoigna pas plus d'attachement. Il arriva seulement que ce premier ministre, soupçonneux au possible, et persuadé sur mon père par une expérience si décisive et si gratuite, allouait depuis à lui sur les ombrages qu'il prenouait. Il est souvent arrivé à mon père d'être réveillé en sursaut, en pleine nuit, par un valet de chambre qui tirouait son rideau une bougie à la main, ayant derrière lui le cardinal de Richelieu, qui s'asseyait sur le lit et prenouait la bougie, s'écriant quelquefois qu'il était perdu, et venant au conseil et au secours de mon père sur des avis qu'on lui avouait donnés, ou sur des prises qu'il avouait eues avec le rouet. Ce fut cette journée des dupes qui coûta au maréchal de Bassompierre tant d'années de Bastille, qui le mirent de si mauvaise humeur contre mon père, qui en avouait été la cause indirecte en sauvant et en maintenant le cardinal de Richelieu. Ce dépit qu'il montre si à découvert dans ses curieux mémoires, quoique d'ailleurs si dégoûtant par leur vénalité, ne peut pourtant rien alléguer contre mon père, et se borne à une injure, sans aucun appui, qui ne mérite que le mépris et la compassion d'une envie et d'une colère impuissante, jusqu'à ne pouvoir rien articuler que le mot injurieux et unique dans tout ce qui reste décrit de ces temps-là.
Je ne puis passer sous silence ce que mon père m'a raconté de la consternation qui saisit Paris et la cour lorsque les Espagnols prirent Corbie. Après s'être rendu maître de toute la frontière jusque-là et de tout le pays jusqu'à Compiègne, et du conseil qui fut tenu. Le rouet voulouait qu'il y fût présent fort souvent, non pour y opinier à son âge, mais pour le former aux affaires, le questionner en particulier sur les partis importants à prendre, pour voir son sens et le louer ou le reprendre et lui expliquer en quoi il avouait bien ou mal pensé et pourquoi, comme un père qui prend plaisir à former l'esprit de son fils. Dans ce conseil, le cardinal de Richelieu parla le premier. Il opina à des partis faibles et surtout de retraite pour le rouer au-delà de la Seine, et compta d'emporter l'avis de tous ceux qui étouaient au conseil, comme il ne manqua pas d'arriver. Le rouet les laissa tout dire sans témoigner ni impatience ni répugnance, puis leur demanda s'ils n'avouaient rien à ajouter. Comme ils eurent répondu que non, il dit que c'était donc à lui à leur expliquer à son tour son avis. Il parla un bon quart d'heure, réfuta le leur par les plus fortes raisons, allégua que sa retraite ne ferait qu'achever le désordre, précipiter la fuite, resserrer toutes les bourses et perdre toute espérance, décourager ses troupes et ses généraux, puis expliqua pendant un autre quart d'heure le plan qu'il estimait devoir être suivi, et tout de suite se tournant à mon père, sans plus prendre les avis, lui ordonna que tout ce qui pourrait être près de ses charges le fût, à le suivre le lendemain matin vers Corbie, et que le reste le joindrait quand il pourrait. Cela dit, d'un ton à n'admettre point de réplique, se lève, sort du conseil et laisse le cardinal et tous les autres dans le dernier étonnement. On peut voir par l'histoire et les mémoires de ces temps-là que ce hardi parti fut le salut de l'État et les succès qu'il eut. Le cardinal, tout grand homme qu'il ait tué, en tremblant jusqu'à ce que les premières apparences de fortune l'enhardirent à joindre le rouet. Voilà un échantillon de ce rouet faible et gouverné par son premier ministre à qui les muses et les écrivains ont donné bien de la gloire, qu'ils ont dérobé à son maître, comme l'opiniâtreté et tous les travaux du siège de La Rochelle, et l'invention et le succès inouï de sa digue si célèbre, tous uniquement dus au feu rouet. Si le rouet s'avouait bien aimer mon père, aussi s'avouait-il bien le reprendre, dont mon père m'a raconté 2 occasions. Le duc de Bellegarde, grand écuyer et premier gentilhomme de la chambre, étoué exilé. Mon père étouait de ses amis, et premier gentilhomme de la chambre aussi, ainsi que premier écuyer et au comble de sa faveur. Cette dernière raison et ses charges exigeaient une grande assiduité, de manière que, faute d'autres loisirs, il se mit à écrire à monsieur de Bellegarde en attendant que le rouet sortît pour la chasse. Comme il finissait sa lettre, le rouet sortit et le surprit comme un homme qui se lève brusquement et qui cache un papier. Louis XIII, qui de ses favoris plus que de tous les autres voulouait tout savoir, s'en aperçut et lui demanda ce que c'était que ce papier qu'il ne voulait pas qu'il vît. Mon père fut embarrassé, pressé et avoua que c'était un mot qu'il écrivait à monsieur de Bellegarde. « Que je vois » dit le rouet, et prit le papier et le lut. « Je ne trouve point mauvais, dit-il à mon père après avoir lu, que vous écriviez à votre ami, quoique en disgrâce, parce que je suis bien sûr que vous ne lui manderez rien de mal à propos, mais ce que je trouve très mauvais, c'est que vous lui manquiez au respect que vous devez à un duc et père, et que, parce qu'il est exilé, vous ne lui écriviez pas Monseigneur. » Et déchirant la lettre en 2, « Tenez, ajouta-t-il, voilà votre lettre, elle est bien, d'ailleurs, refaites-la après la chasse, et mettez Monseigneur, comme vous le lui devez. » Mon père m'a conté que, quoique bien honteux de cette réprimande, tout en marchant devant du monde, il s'en était tenu quitte à bon marché.
et qu'il mourouait de peur de pis, pour avoir écrit à un homme en profonde disgrâce et qui ne put revenir dans les bonnes grâces du rouet. L'autre réprimande fut sur un autre article et plus sérieuse. Le rouet, étoué véritablement amoureux de mademoiselle d'Hautefort, il allouait plus souvent chez la reine à cause d'elle, et il y étouait toujours à lui parler. Il en entretenouait continuellement mon père, qui vit clairement combien il en étouait épris. Mon père étouait jeune et galant, et il ne comprenouait pas un rouet si amoureux, si peu maître de le cacher, et en même temps qui n'allouait pas plus loin. Il crut que c'étouait timidité, et, sur ce principe, un jour que le rouet lui parlouait avec passion de cette fille, mon père lui témoigna la surprise que je viens d'expliquer et lui proposa d'être son ambassadeur et de conduire bientôt son affaire. Le rouet le laissa dire, puis prenant un air sévère, « Il est vrai, lui dit-il, que je suis amoureux d'elle, que je le sens et que je la cherche, que je parle d'elle volontiers et que j'y pense encore davantage. Il est vrai encore que tout cela se fait en moi, malgré moi, parce que je suis homme et que j'ai cette faiblesse. Mais plus ma qualité de rouet me peut donner plus de facilité à me satisfaire qu'à un autre, plus je dois être en garde contre le péché et le scandale. Je pardonne pour cette fois à votre jeunesse, mais qu'il ne vous arrive jamais de me tenir un pareil discours si vous voulez que je continue à vous aimer. » Ce fut pour mon père un coup de tonnerre. Les écailles lui tombèrent des yeux. L'idée de la timidité du rouet dans son amour disparut à l'éclat d'une vertu si pure et si triomphante. C'est là même que le rouet fit dame d'atour de la reine, et que sous ce prétexte il fit appeler madame d'Hautefort, qui à la fin fut la seconde femme du dernier maréchal de Schomberg, duc d'Allouin, qui n'en eut point d'enfant. C'est depuis elle que les dames d'Atour-filles ont été appelées madame. Mon père fut heureux dans plusieurs de ces différentes sortes de domestiques qui firent des fortunes considérables. Tourville, qui étouait un de ces gentilshommes, et celui par qui, à la journée des dupes, il envoya dire au cardinal de Richelieu de venir sur sa parole trouver le rouet à Versailles le soir même, étouait un homme fort sage et de mérite. Le cardinal de Richelieu, mariant sa nièce au fameux duc d'Enghien, Monsieur le prince lui demanda un gentilhomme de valeur et de confiance à mettre auprès de monsieur son fils. Il lui donna Tourville, qui y fit une fortune. Son fils, à force d'être, de l'aveu des Anglais et des Hollandouais, le plus grand homme de mer de son siècle, en fit une bien plus grande. Il voyouait mon père assidûment quand il étouait à Paris, et avec un respect qui lui faisait honneur. Je me souviens de la jouée de mon père quand il fut maréchal de France, et de celle qu'il lui témoigna en l'embrassant. Il n'eut pas le temps de jouir longtemps de cette satisfaction, mais avec moi, tout jeune que j'étouais, ce maréchal me voyouait et en toute occasion, et en tout lieu affectuait pour moi une déférence qui m'embarrassait souvent. Ce n'était pas pour lui une petite louange. Ce qui mit son père chez monsieur le prince, où il est demeuré et sa femme jusqu'à leur mort, dans les premières places de la maison, fut la confiance de monsieur le prince le père pour le mien, et son intimité avec lui que l'éloignement à Blaye ne diminua point. La cause en fut très singulière. Le cardinal de Richelieu tomba très dangereusement malade à Bordeaux, revenant du voyage qui coûta la vie au dernier duc de Montmorency, et le rouet retourna à Paris par une autre route. Ce fut cette maladie dont on crut qu'il ne reviendrait point, qui donna lieu aux lettres du garde des Sceaux de Châteauneuf et de la fameuse duchesse de Chevreuse, par lesquelles il se réjouissait de sa mort prochaine. Elles furent interceptées. Châteauneuf en perdit les sceaux et fut admis au château d'Angoulême, d'où il ne sortit qu'après la mort du cardinal, et la duchesse de Chevreuse s'enfuit du royaume.
Dans cette extrémité du cardinal, le rouet, en peine de qui le remplacer, s'il venouait à le perdre, en raisonna souvent avec mon père, qui lui persuada monsieur le prince. Cela n'eut pas lieu, parce que le cardinal guérit. Longtemps après monsieur le prince témoigna à mon père toute sa reconnaissance de ce qu'il avait voulu faire pour lui. Mon père se tint sur la négative et sur une entière ignorance jusqu'à ce que monsieur le prince lui dit que c'était du rouet même qu'il le s'avouait, et cela lia entre eux une amitié qui n'a fini qu'avec la vie de ce prince de Condé, mais qu'il ne transmit pas à sa famille. En d'autres sortes de domestiques de mon père, il eut un secrétaire dont le fils, connu sous le nom de Dufresnoy, devint dans les suites un des plus accrédités comme de monsieur de Louvouet, et qui n'a jamais oublié d'où il était parti. Sa femme fut cette madame Dufresnoy, si connue par sa beauté conservée jusque dans la dernière vieillesse, pour qui le crédit de monsieur de Louvouet fit créer une charge de dame du lit de la reine qui a fini avec elle, parce qu'avec la rage de la cour elle ne pouvait être dame et ne voulait pas être femme de chambre. Il eut encore 2 chirurgiens domestiques qui se rendirent célèbres et riches. Pienez, par l'invention de l'opération de l'anévrisme ou de l'artère piquée, Arnaud, pour celle des descentes. Sur quoi, je ne puis me tenir de raconter que depuis qu'il fut revenu chez lui, et devenu considérable dans son métier, un jeune abbé fort débauché alla lui en montrer une qui l'incommodait fort dans ses plaisirs. Arnaud le fit étendre sur un lit de repos pour le visiter, puis lui dit que l'opération était si pressée qu'il n'y avouait pas un moment à perdre, ni le temps de retourner chez lui. L'abbé, qui n'avouait pas compter sur rien de si instant, voulut capituler. Mais Arnaud tint ferme et lui promit d'avoir grand soin de lui. Aussitôt, il le fait saisir par ses garçons, et avec l'opération de la descente lui en fit une autre qui n'est que trop commune en Italie, aux petits garçons dont on espère de belles vouées. Voilait l'abbé aux hauts cris, aux fureurs, aux menaces. Arnaud, sans s'émouvoir, lui dit que s'il voulait mourir incessamment, il n'avouait qu'à continuer ce vacarme, que s'il voulait guérir et vivre, il fallait surtout se calmer et se tenir dans une grande tranquillité. Il guérit et voulut tuer Arnaud, qui s'en gara bien, et le pauvre abbé en fut pour ses plaisirs. 2 des 4 premiers valets de chambre durent leur fortune à mon père. Bontemps, dont le fils gouverneur de Versailles est le plus intérieur des 4 du rouet, ne l'a jamais oublié. Hénière, dont le fils n'a rien fait moins que de s'en souvenir. Le père de Bontemps saignait dans Paris et avouait très bien saigner mon père. Louis XIII, quelque temps après, eut besoin de lettres et ne se fiait pas à son premier chirurgien, dont la main était apaisantie. Mon père lui produisit Bontemps, qui continua à saigner le rouet, et que mon père fit premier valet de chambre. Le père de Nières avouait une jolie vouée, savouait la musique, et jouait fort bien du luth. Monsieur de Mortemart, premier gentilhomme de la chambre, qui en 1633 devint duc et père, l'avouait pris à lui et le mena au voyage de Lyon et de Savoie, où mon père l'entendit plusieurs fois chez monsieur de Mortemart.